Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 31 janvier, une nouvelle matinée d'échange, une nouvelle matinée de réflexion avec un sujet du côté de chez vous. En à peine 15 ans, nos lieux de vie, de travail et de divertissement se sont profondément métamorphosés. Quel futur pour l'habitat, le bureau et le reste? Nous allons vous donner quelques éléments de réponse avec nos trois intervenants qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. Nous vous en remercions. Bonjour Laurie Goudalier pour Covivio, bonjour Eliane Nuyassi pour Mon Building, Bonjour. et enfin bonjour Julien Morville pour Chéris, que vous pouvez applaudir mesdames, messieurs. Alors avant de commencer cette table ronde, je vous invite bien sûr à nous poser toutes vos questions sur l'application SparkUp.live. Je salue également celles et ceux qui nous suivent depuis leur bureau, depuis leur domicile, sur les réseaux sociaux et sur le site madiplay.fr. Plantons le décor, installons effectivement le sujet du jour en vous donnant quelques chiffres. Selon l'INSEE, la France comptera 74 millions d'habitants. Cela veut dire qu'il y aura encore plus de personnes à loger. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'écologie, la France compte en 2019 56% d'habitants en maison individuelle. Et selon cette même agence, la France comptera 60% d'habitants en logement collectif, logement partagé sous différentes formes, des colocations, mais également des lieux partagés pour des habitants d'un même immeuble. Vous pouvez imaginer des buanderies, des jardins. En 50 ans, le parc de logements a augmenté 3 fois plus vite que la croissance de la population. Selon l'INSEE, le nombre de personnes au sein de chaque foyer a diminué sur cette période, alors que dans un même temps, tenez-vous bien, la surface augmentait. Voilà pour les chiffres que je vous présente et que je vous propose. Avant de commencer effectivement les débats, je vous propose, s'il vous plaît, de nous parler de vos activités et du rôle que vous avez au sein de vos structures. Laurie, pour Covivio. Honneur à moi, parce que je suis toute seule de mon côté. Donc Covivio, on est un acteur intégré immobilier, on a 23 milliards de patrimoine, on opère sur 3 classes d'actifs. Le bureau, pour 50% à peu près, c'est en France, en Italie, on commence en Allemagne. On a même développé une petite activité de coworking avec Wellio depuis 2 ans. Donc le service, tout d'abord, avant tout. On a du résidentiel en Allemagne, sur lequel on développe une petite activité de co-living également à Berlin, principalement. Et on fait beaucoup d'hôtellerie en Europe, c'est 25% du patrimoine également, et là, sur toutes nos strates et tous nos pays. Mon rôle chez Covivio. Voilà, c'est ça. Bah oui, belle transition, parfait. Donc donc ça fait 2 ans que je suis Chief Digital Officer chez Covivio. Mon rôle principal, c'est de mener la transformation du groupe, à la fois sur l'offre servicielle, mais aussi en interne, puisqu'on a en fait des grands plans de transformation interne pour aller plus loin sur l'harmonisation des process et des outils. Eliane, pour Mon Building. Alors bonjour à tous, donc Eliane effectivement, je suis CEO et cofondatrice de Mon Building et ce que fait Mon Building, c'est une application pour améliorer le bien-être des collaborateurs sur leur lieu de travail en regroupant l'ensemble des services au sein d'une seule et même interface. Et donc on est déployé sur un peu plus de 150 immeubles, sur des immeubles tertiaires de type multiloc, sur des sièges sociaux, sur des espaces de coworking, donc effectivement notamment sur Wellio pour Covivio. Et on fait aussi du résidentiel puisqu'on est leader sur le marché de la résidence étudiante et on travaille aussi avec des acteurs de co-living. Voilà. Julien, pour Chéris. Oui, donc moi je suis un des cofondateurs donc de Chéris. Chéris, un opérateur immobilier donc spécialisé dans la conception, l'exploitation, mais aussi l'animation en fait, de résidences en co-living. La particularité de Chéris, c'est de développer un modèle de résidence hybride, donc sur des formats de taille intermédiaire qui vont de 2000 à 5000 m², qui proposent à la fois donc, du logement, évidemment environné par énormément de services, beaucoup d'espaces communs, de convivialité si j'ose dire, mais complété aussi à l'échelle de l'immeuble et pour donner un maximum de rayonnement si j'ose dire au programme de la restauration et des espaces de coworking. Donc voilà, un modèle un peu, voire complètement mixte qu'on déploie sur Paris, l'Île-de-France, globalement aussi en région, sur des localisations toujours assez essentiellement urbaines. Alors les services que vous proposez montrent que le marché de l'immobilier est en pleine mutation. Il ne suffit plus de construire un bâtiment et de l'intégrer dans un espace. Comment expliquez-vous ce phénomène, Julien ?
Mais aujourd'hui, je pense que clairement, les besoins et les usages des utilisateurs donc ont radicalement évolué ces dernières années. Il y a une distorsion assez astronomique qui s'est créée finalement entre ce que recherchent les gens et ce qu'est le produit. Logement, notamment, c'est vrai que lui, pour le coup, a assez peu évolué quand même ces dernières décennies. On construit le logement un peu comme on le construisait donc aujourd'hui, comme il y a 30 ou 40 ans. Pour autant, aujourd'hui, on en parlait en introduction, on a une concentration du nombre de personnes par ménage, on a un phénomène d'isolement du moins qui se développe, on consomme l'immobilier différemment aussi. Mais revenons-en justement à cette consommation différente de l'immobilier. Chez vous, en gros, on pose ses bagages et on a tout un service, un loyer, on paye pas de facture, rien du tout, c'est intégré dans l'offre que vous proposez. Ouais, c'est clairement le cas. L'idée, c'est de créer une vraie expérience. Cette expérience, on la veut plug and play, donc on arrive littéralement avec ses valises et derrière, on s'occupe du reste. Pour Covivio, Laurie, il suffit plus de construire un bâtiment. Hein, Tout à fait. Et surtout, alors, donc Julien a parlé du logement, mais je pense que sur le bureau, c'est d'autant plus vrai que désormais, les jeunes générations notamment poussent aussi à l'expérience. Et avec l'essor du digital, l'essor du télétravail, etc., on a un vrai enjeu à amener des solutions innovantes aussi sur les espaces de travail, parce qu'il faut que les gens aient envie de venir travailler à cet endroit. Donc on a vraiment une mission de lien social qui est hyper importante maintenant pour les opérateurs immobiliers et qui change fondamentalement le paradigme. Et du coup, c'est pour ça que le modèle switch vers le service. Et du coup, que des acteurs comme Monbuilding aussi nous permettent de faire le lien entre la finitude des bâtiments et le digital et ses possibilités beaucoup plus élargies, évidemment. Eliane, on a envie de savoir, on a envie de connaître un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez vous avez eu cette idée. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée un petit peu saugrenue? Au début, peut-être les investisseurs ont dû vous dire non mais on vous suit pas. Je pense que c'est une évolution qui est liée aux technologies. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut faire plus de choses qu'avant. Et dans d'autres secteurs, on se rend compte qu'on peut aussi beaucoup gagner de temps. Et il se trouvait que l'immobilier était un peu à la traîne entre effectivement des nouveaux usages et ce qui était proposé. Donc oui, l'immobilier était à la traîne, mais ces dernières années, il y a quand même eu une prise de conscience qui était de se dire, ok, il faut qu'on se repense. Des acteurs, notamment de promotion immobilière, mais aussi des plus gros groupes, Covivio en fait partie, se sont dit, ok, donc je vais repenser mes usages. Et notamment aussi des acteurs de type de coworking qui se sont dit, ok, en fait, on ne va pas seulement louer des 4 murs, une chaise et une table, mais on va proposer une réelle expérience. Donc ça, c'était d'un point de vue marché sur les acteurs de l'immobilier. Et puis sinon, les entreprises, elles ont des problématiques de quête et d'attraction et de rétention des talents. Et ça a joué un rôle en fait pour que leur immeuble s'adapte aux usages, devienne un lieu de vie. Et surtout deviennent aussi le symbole en fait de leur attractivité, l'incarnation de cette attractivité. Donc j'ai envie de dire, l'idée, elle est venue comment? Elle est venue parce que j'avais moi-même le besoin, que je trouvais que je perdais du temps et que, pareil, en termes de cohésion sociale, en France, on ne va pas se balader dans un bureau avec des gens qu'on ne connaît pas pour dire juste bonjour. On parle aux gens qu'on connaît. Et donc, effectivement, le digital permettait de faire ce lien social et permettait aussi de gagner du temps sur des problématiques où, finalement, aujourd'hui, on pourrait gagner beaucoup plus de temps que, je ne sais pas, j'ai perdu un gilet au lieu de faire trois espaces pour me dire où est-ce qu'il peut bien être. Qu'en 3 clics, j'ai réponse à mes questions. Voilà. Quels sont les services qui sont proposés par l'application Monbuilding? Tout cela. Non, blague à part. Donc, les services qu'on propose, c'est un peu 3 axes. C'est 1, améliorer la communication dans l'immeuble. 2, c'est favoriser la création d'une communauté. Et 3, c'est de regrouper l'ensemble des services qui vont être proposés dans l'immeuble. Donc, un immeuble est vraiment pas identique à un autre, en fonction de la population qui va être dedans, en fonction aussi des services qui vont être proposés. L'enjeu de notre outil, c'est de nous dire, OK, il faut qu'on soit adaptable en fonction du besoin de notre client. Et le besoin ne va pas être le même sur du siège social, sur du multiloc, sur du coworking, sur du co-living, etc. Voilà. Donc concrètement, avec une appli, j'ai oublié mon badge, je rentre dans les lieux, je réserve ma salle avec toujours la même appli, toujours le même mot de passe. Donc c'est en tout cas faciliter la vie et diminuer les petits stress du quotidien. Voilà, c'est un peu le rôle qu'on a. Et donc du coup, c'est une marketplace. Si j'ai envie d'avoir des services, acheter mes beignets le matin, j'arrive, je les ai déjà payés, je les récupère. Donc je regarde ma salle, je l'ai déjà dit, c'est un trombinoscope, donc toujours la partie lien social, c'est je remonte un incident si j'ai un problème, je suis tenue au courant de l'évolution de ce problème, etc. Alors des solutions qui participent à interconnecter les bâtiments, on l'a bien compris.
Quels en sont les impacts concrets sur le terrain? Quel est le retour de vos utilisateurs, Julien? En plus, vous avez une particularité, c'est effectivement de proposer d'ouvrir ces résidences, c'est-à-dire qu'il y a des espaces de restauration qui sont complètement ouverts aux externes. Quels sont les retours de tous ces profils d'utilisateurs qui sont différents et qui intègrent vos résidences et vos services? Je pense que c'est globalement, enfin, favoriser la mixité d'usage qui a le mérite de faire vivre en fait un bâtiment et des mètres carrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme et différemment qu'on ait pu le concevoir auparavant. On avait des zones tertiaires, des immeubles de bureaux, ils se vidaient globalement le soir à 19 h, ils se remplissaient le matin à 7 h, ils étaient vides le week-end. Donc ça crée voilà, de vraies synergies à l'usage dans nos bâtiments. Ça facilite globalement la vie de nos utilisateurs, qu'ils soient résidents, clients ou utilisateurs des espaces de coworking, et ça participe à créer une vraie en fait, expérience, puisque en fait, c'est bien sympa d'imaginer un produit, une offre. On en discutait, mais sans ce gros pilier digital, et moi je suis assez convaincu par la solution proposée par mon building. Finalement, on ne crée pas véritablement d'expérience. Alors il y a le digital, mais il y a aussi la façon qu'on a d'animer ces espaces. Donc ça passe par la présence notamment aussi de personnes sur site qui sont là pour assurer une programmation événementielle notamment. C'est du workshop, c'est de la conférence, enfin tant de choses qu'on peut Par rapport à imaginer. l'expérience, la solution, c'est est-ce que ça permet d'améliorer peut-être les conflits, de savoir mieux gérer les conflits? Oui, complètement. C'est un outil de communication qui est quand même assez puissant. Typiquement le digital aujourd'hui, donc ça nous permet aussi d'être beaucoup plus réactifs, de ne pas laisser s'envenimer notamment des situations qui auraient pu le venir. Et puis à la conception et dans la façon qu'on a aussi aujourd'hui d'imaginer nos bâtiments, l'idée c'est de lever tous ces potentiels freins à la cohabitation pour encore une fois favoriser et faciliter la vie de nos utilisateurs. Eliane, comment vous gérez, vous, les communautés? Comment c'est un réseau social un petit peu amélioré, un réseau social intelligent? Alors oui, je rejoins ce que dit Julien, effectivement, c'est que oui, le digital, c'est très bien, ça fait du lien. Ça fait que, effectivement, si j'ai pas osé voir la personne, je peux quand même échanger avec elle via cette appli. Pour autant, le digital fera pas tout, et ça aussi bien sur le tertiaire que sur le résidentiel. Il faut de l'humain derrière, et c'est ça qui fera que, combiné, ça fait un vrai service. Voilà. Donc oui, il y a une partie, donc il y a un trombinoscope, il y a un messenger interne, il y a un forum, il y a un sondage. Ce que disait Julien tout à l'heure est assez juste, c'est que beaucoup, je ne vais pas vous mentir, d'acteurs qu'on va voir nous disent « Ah oui, mais on ouvre la boîte de Pandore, si on commence à les laisser s'exprimer, en fait, on va se prendre plein de réclamations. » Mais en fait, c'est le jeu. Aujourd'hui, sur d'autres secteurs, c'est déjà le cas. Vous avez des réseaux sociaux avec des gens qui vont s'exprimer. Donc plutôt que de prendre le truc en se disant on va se cacher, on ne va pas être disponible ou ça va être compliqué, des acteurs comme Cheris se disent ok, je vais prendre le problème à bras le corps dès le début et puis on va essayer de faire en sorte qu'ils soient contents de répondre et de faire attention au service. Et Wellio c'est pareil, sur leurs espaces de coworking, ok, oui il y a cette appli, mais un des enjeux aussi pour nous c'était de dire il y a le nom et prénom qui ne peut pas être changé, donc cette partie conflit elle peut exister, mais d'une certaine manière ça va responsabiliser des échanges pour que on ne dise pas tout et n'importe quoi, qui est quand même, ça se fasse dans le respect. Voilà. Laurie, pour Covivio, parlons Covivio de sa filiale, le coworking avec Wellio. L'originalité, c'est de pouvoir également proposer une forme de cohabitation entre jeunes structures, jeunes pousses, start-up, également des grands groupes. Est-ce que pour autant, on arrive à atteindre un idéal de collaboration entre ces start-up et ces grands groupes? Vous allez nous dire que oui? On essaye. Oui, c'est voilà, le rapprochement. C'est sûr, pour le coup, c'est vrai qu'on s'est installé dans nos immeubles. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on fait cohabiter en fait des locataires classiques avec des clients Wellio sur le même site. Ce qui est hyper intéressant, par exemple, on est à Montmartre, on loue l'immeuble à Orange et on accueille aussi des startups sur une partie des locaux, ce qui permet vraiment une émulation positive. Là, on vient d'inaugurer la cité numérique à Bordeaux, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que c'est plein de mètres carrés avec plein de gens différents et avec une vraie volonté justement d'être liés, de se retrouver, d'avoir des événements communs. Et je pense que ça, effectivement, le digital permet de répondre en partie à ça. Mais il y a aussi un travail de fond sur le terrain qui est nécessaire. Donc c'est vrai que la relation client pour nous, elle est primordiale et on assiste bien en fait à
un transfert finalement des codes qu'on connaît de l'hospitality ou de l'hôtellerie qui viennent se déverser aussi. Donc là, sur les espaces tertiaires, c'est pareil sur le résidentiel finalement avec le co-living. Et nous, c'est vrai que Covivio étant présent sur toute cette chaîne-là, ça nous permet d'avoir des passerelles assez naturelles et de proposer plus de services là-dessus, justement. Donc, au-delà de la mise à disposition des lieux, c'est faire vivre une communauté. Vous êtes Exactement. des Happy Office Manager, Et well manager. nouvelle génération, c'est Well ça. manager. Vous avez puisé dans l'hôtellerie, vous avez été prendre des sources d'inspiration dans... On a recruté des gens qui ont un background très divers. On a des gens qui viennent aussi de l'hôtellerie, et je pense que c'est aussi une force. Et on a des passerelles internes aussi entre nos équipes qui font l'exploitation de certains hôtels, puisqu'on a aussi, on exploite certains de nos hôtels nous-mêmes. Et les équipes de coworking, ça permet aussi d'avoir des synergies très fortes en fait de relations clients. Et Iliane le disait, on vit dans un monde de transparence aujourd'hui avec des notations TripAdvisor, Booking. Et je pense que sur le bureau, on a aussi les mêmes enjeux avec des agences de notation internes, de collaborateurs, de type Glassdoor, des choses comme ça, où le lieu de travail est évidemment très regardé. Donc beaucoup d'enjeux. Alors, quelles sont justement les perspectives du secteur? J'en parlais en préambule de cette table ronde. En 2050, 60% d'habitants en logement collectif. Pour vous, Julien, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plus qu'une tendance de fond. Je parlais de consommation de l'immobilier. Effectivement, aujourd'hui, on a un usage de l'immobilier qui est différent de celui d'avant. On est peut-être un peu moins poussé à acheter. Pour renforcer son employabilité aussi, on demande aujourd'hui plus de flexibilité. Donc voilà, ajouter à ça un phénomène de décentralisation globalement où Paris pointé à 9h à la Défense, ça faisait peut-être du sens il y a quelques années pour d'autres générations. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Ça amène les gens à bouger, tout ça. Donc c'est vrai que automatiquement, demain, je pense que ça va largement dynamiser le marché et le schéma classique, effectivement. C'est parce que vous pensez que les générations sont plus enclines maintenant? Ça y est, elles ont passé ce cap-là, partager l'espace, ce n'était pas le cas avant. C'est ce que vous ressentez, vous, sur le terrain? Et partager l'espace, mais aussi les usages. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester assez souple, même dans les règles du jeu qui sont écrites dès le départ pour un bâtiment. On peut se rendre compte que les utilisateurs, maintenant, ils s'approprient aussi les espaces de façon différente. Et je pense que les acteurs de 2050 auront compris ça et auront permis d'être souples aussi sur la façon d'utiliser les espaces. Et je pense que c'est ça qui va être regardé par la génération future, mais pas que, en fait. Hein. Donc c'est vrai que le modèle traditionnel de on prend le métro, on va au travail. Je pense que pour les acteurs comme Covivio, on a plutôt intérêt à développer aussi une offre de services suffisamment intéressante pour leur dire venez sur votre territoire commun, venez sur votre lieu de vie / travail / de voyage et partagez ce moment ensemble ici. Quoi. Donc vous sentez qu'on est vraiment à contre-courant. Avant, les 50 dernières années ont montré que l'individualisation de l'espace était une forme de gain de confort, Tout à fait. de luxe. Et là, maintenant, on est prêt à presque tout partager. Alors, je suppose qu'il y a également des motivations économiques, bien sûr, dans tout ça. Bien sûr. De flexibilité, surtout, je pense. Vraiment, on est vraiment plus dans une logique de territoire partagé maintenant que vraiment de territorialité inter-société. Et je pense qu'effectivement, tout le monde a compris qu'il y avait de l'avantage aussi à partager davantage les espaces, les usages, pour évidemment des problématiques économiques, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi de l'émulation qui peut en être sortie. Eliane? Oui, tout à fait. Alors effectivement, de se mélanger, c'est je pense qu'aussi une clé parce que le monde du travail va évoluer beaucoup, si je me cantonne au tertiaire, et notamment avec le télétravail. Et donc on va certes travailler chez soi, et le vrai enjeu notamment des entreprises, c'est que quand les collaborateurs vont aller sur leur lieu de travail, il va falloir proposer une expérience impeccable aux salariés qui se sont déplacés, et aussi permettre par des espaces communs aux collaborateurs de se retrouver, parce que c'est bien de travailler chez soi, mais à bout d'un moment, en fait, il faut une certaine cohésion d'équipe. Et donc, c'est pour ça aussi que, oui, il y aura des espaces privatifs, mais avec l'essor du télétravail, ceux qui vont venir au travail, il faut leur proposer quelque chose où il y a une vraie collaboration. Voilà. Donc, ça, et puis le service pour dire, OK, je suis venu, j'ai fait tout le trajet, c'est pour rencontrer des gens et aussi pour que mes petites peines du quotidien, elles soient le plus allégées possible. Le public a des questions à vous poser et la première qui met un Magnifique. peu en avant la gadgetisation peut-être de vos services. On me dit tout ça c'est très bien pour les millennials, mais est-ce encore valable après 30 ans quand on se met en couple et que l'on a des enfants? Ça, c'est pour Julien, ça. C'est pour toi, ça.
Good luck. Parce que nous, Même tous les deux, ça va être Ouais. intéressant d'entendre Julien. Alors, et pour les jeunes Non, mais Trop jeune non, mais je pense que la Non. société d'aujourd'hui, justement, c'est plus tout à fait. On a 30 ans, on se met en couple et on a des enfants. Aujourd'hui, les études durent beaucoup plus longtemps, donc on arrive sur le marché du travail aussi bien après. Dans le temps, aujourd'hui, il est pas rare, voilà, d'avoir 35 ans, de ne pas être marié, de ne pas avoir des enfants. Donc, typiquement, on parle de millennials. Nous, aujourd'hui, on cible des profils d'actifs urbains en transition de vie, qu'ils soient perso ou pro, toujours encore une fois dans cette optique de maximum de flexibilité. C'est le produit tel qu'on l'a imaginé. Après, le co-living ou plus largement le co-housing, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pour demain des familles, des propriétaires aussi. Donc je pense qu'encore une fois, c'est un schéma de partage, de mutualisation d'espace et de ressources qui s'applique finalement qu'on soit millennials ou pas. Ouais. Eliane, ce sont dans les entreprises les plus jeunes collaborateurs qui utilisent essentiellement l'application Ouais, Building. alors peut-être pour revenir aussi sur ce que tu Oui. disais, c'est vrai que c'est pas que pour les jeunes, dans le sens où un changement dans sa vie, je sais pas, une famille monoparentale ou quelqu'un d'un peu âgé qui veut pas forcément vivre seul, ça lui permet d'avoir ses propres espaces et en même temps d'avoir accès à d'autres populations, de pouvoir échanger, de s'ouvrir aussi sur les autres. Donc je partageais sur le fait que ça soit que pour les jeunes. Et sur le marché du travail, déjà nous, c'est certes une application mobile, mais c'est aussi une application web. Donc une personne quand même aujourd'hui sur un site internet, on sait naviguer. Et ensuite, je ne dis pas le contraire, sur des populations qui vont peut-être un peu plus âgées, c'est pas un réflexe le digital. Et donc du coup, le ramp up, c'est le taux de progression et d'adoption de l'appli sur des immeubles où les gens sont un peu moins férus de technologie, ce sera peut-être un peu plus lent. Mais in fine, ça veut dire quoi? Un millennial, dès qu'il va avoir un problème de badge, il va se dire ok, je prends mon téléphone et le problème est résolu. Pour quelqu'un d'un peu plus peut-être senior, il va se dire ok, j'ai la peine une fois, j'ai la peine deux fois, et puis au bout de la troisième, il va se dire ah, je vais télécharger l'appli en fait, parce que ça me facilite la vie. Donc c'est peut-être un peu plus lent, mais on y va. Voilà. On vient justement dans la salle à nous demander s'il y a un phénomène de résistance auprès des publics un peu plus âgés justement. C'est plus lent, mais pas de résistance particulière, c'est bien accueilli, c'est merveilleux. Franchement, il ne faut pas être idéaliste non plus. Ouais. Il y a bien 1%, 2% qui sont totalement réfractaires et qui nous n'iront jamais. Mais ça reste vraiment très, très mineur aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer une réelle résidence sur un immeuble de manière majeure. Alors parlez-nous des services. Ah, Laurie, avant ça, vous voulez compléter peut-être. C'est sûr que je pense que l'exigence du digital, c'est aussi d'accompagner même les gens qui n'y sont pas forcément habitués par ailleurs. Je pense que dans les groupes, parce que c'est pas tellement au niveau d'Eliane finalement que ça joue, c'est plutôt en interne aussi chez les gens qui souscrivent en fait à l'application, qui ont aussi un travail à faire en interne d'expliquer ce qu'on y fait et aussi de mettre des services qui sont hyper importants dedans pour que les gens y aillent en fait. C'est créer le besoin pour arriver aussi à montrer qu'il y a des avantages. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère où ça a changé aussi pour les collaborateurs, ou même en interne, enfin moi je vois ça tous les jours, hein, j'ai une partie de change management qui est très forte dans mon poste, où en fait on a aussi la volonté d'accompagner les collaborateurs, et surtout de leur montrer les intérêts. On n'est plus du tout sur le même mode de fonctionnement qu'avant, où on disait bon bah tu la télécharges et puis en gros on ne demande pas ton avis. Là il faut vraiment qu'on fasse du marketing, et il y a une phase de séduction, exactement, de convaincre, oui. et de mettre vraiment des choses business pour les gens à l'intérieur de ces applications. Sinon, effectivement, c'est gadget. Et pour moi, on perd de vue finalement l'intérêt de la digitalisation de nos métiers. Par rapport à la création de besoins, Covivio travaille avec Mon Building. Comment est-ce que vous travaillez justement ensemble? C'est de l'expertise que vous vendez également Nous, notre expertise, c'est uniquement le digital. Oui. L'expertise de Covivio, ils savent investir dans des immeubles et ils savent les gérer. Donc nous, on est uniquement un véhicule pour leur permettre de compléter en fait la manière de gérer l'immeuble. Une communauté, mine de rien, ça passe aussi par le digital. C'est faire des événements, mais pour que les gens viennent à ces événements, il faut qu'ils soient tenus au courant, il faut les rappeler, etc. Payer son loyer, par exemple, aujourd'hui, on peut le faire de manière digitalisée. Je vais sur mon espace, je paye mon loyer, et puis, au fur et à mesure, je suis prélevée. Donc, dis-moi si je me trompe, Laurie, mais Pas du tout. voilà, chacun son de métier, très bien, et nous, on essaie juste de les aider dans leur métier. C'est vraiment un partenaire pour nous digital en fait, qui nous amène une composante supplémentaire sur notre offre. Voilà, donc et c'est comme ça qu'on vit aussi la relation au quotidien avec Mon Building, et qu'on essaie de se mettre au même niveau pour le travail. Une nouvelle question qui nous parvient. Quels sont les services les plus utilisés par les occupants? Julien, peut-être? Ouais. Tous les trois.
Julien, pour... Non, c'est vrai que la classique, entre guillemets, fitness, si je passe évidemment la traditionnelle laverie, puisque tout le monde lave évidemment son linge, c'est quelque chose qui marche assez bien. Voilà, ça aussi, c'est entre guillemets dans l'air du temps. Enfin, la société aujourd'hui, peut-être un petit peu plus d'attention encore à elle qu'il y a quelques années. Après, les espaces... Alors pour expliquer la laverie, par exemple, je suis dans mon domicile, j'ai besoin de laver mes affaires, je les dépose donc à la laverie, et puis je suis prévenu, c'est ça, dès que tout est terminé. Typiquement, voilà, clairement, au travers d'applications comme le propose Mon Building, voilà, une expérience là aussi qui était, enfin, on ne peut plus simple à l'origine que de laver son linge, devient tout de suite beaucoup plus sympa. Ça évite effectivement de descendre et de se rendre compte qu'il n'y a pas de machine. Je remonte avec mon linge, quoi. C'est la pain du quotidien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, d'avoir, j'ai la liste des machines. Quand je suis prévenue, la prochaine qui est disponible. Et quand mon cycle est terminé, je suis aussi prévenue, etc. Alors nous, on n'est pas opérateur de laverie, mais on se connecte. Bientôt peut-être, bientôt. Non. Non, mais c'est vrai que l'expérience, elle passe aussi par des choses aussi simples. Donc après, les espaces événementiels qui participent évidemment à la dynamisation, si j'ose dire, de l'ensemble et qui rappellent ce vrai vecteur de lien social aussi qu'on souhaite apporter au travers de ce produit qu'est le co-living. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi un des axes clés. Je parlais de workshops, je parlais de conférences. C'est autant d'événements, finalement, on arrive à réunir les gens. Il faut savoir que ce modèle de résidence, on parle de co-living, on pourrait parler de n'importe quoi, puisqu'on peut y associer finalement autant de business models qu'il y a d'opérateurs aujourd'hui. Il est conçu chez Cherise avant tout comme un lieu pour vivre et se rencontrer. Donc finalement, que ce soit au travers d'un workshop, ou je le disais, une conférence, au travers d'une séance de sport ou à la laverie, finalement, voilà, l'idée c'est simplement d'amener les gens à se rencontrer. Avant de revenir juste sur la question auprès d'Eliane et Laurie, parlez-nous un petit peu de l'offre, du prix de l'offre que vous proposez. Il y a des solutions, des bâtiments que vous avez déjà sortis de terre du côté de Nancy, si je ne m'abuse. Marseille, oui. Marseille également. Le prix, par exemple, d'un appartement moyen chez vous? Aujourd'hui, le parti, c'est d'être positionné en fait au budget logement de la zone. Donc l'approche, elle est assez rationnelle. C'est une proposition de valeur évidemment significativement supérieure à ce qu'offre le marché dans le diffus aujourd'hui, où on peut noter quand même un niveau d'obsolescence du parc assez marqué. Mais bon, j'ai envie de dire, sur un marché aussi tendu, quand un propriétaire n'a pas de difficulté à trouver un locataire malgré une mauvaise qualité d'appartement, pourquoi s'embêter? Donc c'est ni plus ni moins un loyer qui, si on reprend l'exemple concret de Paris, va être autour de 1 000 € pour 25 mètres carrés, qu'on y associe à ces coûts que sont les abonnements, les consommations, la fiscalité, ce que ça va vous coûter aussi à louer, puisque il y a aujourd'hui des honoraires de commercialisation qui ne sont pas neutres, encore une fois, dans un schéma où on est toujours plus flexible, donc son appartement finalement on l'occupe pas 4, 5, 6, 7 ans, enfin il y a un taux de mobilité résidentiel qui est quand même assez important. C'est se dire que ce niveau de coût associé, qui constitue in fine, donc logement plus coût associé, le budget logement de la zone, il représente vite 200 à 250 €. Si on est en capacité, nous, de proposer un loyer autour de 1000 plus 250, donc 1250 €, finalement le pari il est gagné, puisqu'on arrive avec encore une fois une solution qui est plug and play, du service, une vraie communauté. Donc je le répète, une proposition de valeur qui est sans commune mesure. On va revenir sur la question des services les plus utilisés, justement, Eliane. Alors, je dirais que oui, il y en a qui se démarquent. C'est plus difficile de se dire il y a 3 ou 4 services, parce qu'en fait, comme on est très modulable en fonction de l'immeuble, il y a des immeubles, il n'y a pas de salle de sport, il y en a où il y en a. Mais bon, si on devait faire quand même un effort de synthèse, je dirais que la réservation de salle, c'est un des enjeux aujourd'hui, que ça soit rapide et que j'ai une vue rapide sur toutes les salles disponibles. Sur la partie aussi marketplace, conciergerie, d'avoir accès à l'ensemble des services et de pouvoir les réserver, voire les payer. La salle de sport, c'est un vrai enjeu aussi. Je vois les cours, s'ils sont annulés, je suis prévenue. Donc voilà, c'est vraiment la brique servicielle. Et puis avant la brique servicielle, j'ai envie de dire, il y a quand même le bien-être technique, que mon poste de travail fonctionne, que ma lumière au-dessus de ma tête fonctionne aussi. Et donc la remontée des incidents, c'est vrai que quand on commence, c'est peut-être le truc qui explose plus facilement, de manière raisonnable quand même, parce qu'il y a beaucoup de filtres. Mais voilà, j'ai besoin aujourd'hui en tout cas moi c'était l'une de mes principales pains, j'ai un problème, je le déclare, je suis son évolution, une fois que c'est résolu, je peux le noter comme n'importe quel autre service. Voilà. On va justement demander à votre client, Laurie,
Quels sont les services les plus Pas d'incident chez chez vous? Covivio. Pas d'incident, tout va bien. Zéro. Non, Les non, services. alors les services, justement, bon, je ne vais pas revenir sur ce que dit Eliane, effectivement, nous, c'est ce qu'on constate, hein, clairement, c'est là-dessus qu'on est allé avec mon building aussi sur nos immeubles. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'il faut rester à la fois hyper flexible pour offrir un max de services à nos clients, mais on a aussi un besoin très fort de nos clients, notamment nous, Covivio, qui avons aussi des clients, le grand compte, etc., pour de plus en plus de privatisation, slash sécurisation. C'est vrai que c'est pas le monde du digital tout ouvert où on se préoccupe pas de la sécurité. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une vraie demande aussi pour avoir des espaces, je dirais, safe, où, par exemple, nos clients nous demandent des serveurs ou des choses comme ça, même des clouds privés, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on va aller de plus en plus, c'est-à-dire rester très souple, très flexible pour proposer le meilleur service possible au plus grand nombre, et en même temps être capable de s'adapter aussi aux demandes vraiment spécifiques de nos clients. Alors, on va continuer les questions qui affluent ici avec SparkUp. On nous demande s'il y aura une application un jour qui pourra voir le jour pour une maison individuelle, par exemple. Est-ce que je pourrais avoir une application dédiée, une smart home? Est-ce que c'est un genre de choses qui est envisageable et sur lesquelles vous travaillez actuellement? Alors, nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, on s'associe à des acteurs de type SmartHub qui vont permettre effectivement de faire des objets connectés en fait de l'IoT et de dire bon bah je sais que je vais rentrer, je pars du bureau, allumer le chauffage quoi, ce genre de choses, ouvrir les volets, ce genre de choses. Donc nous en tant que tel, sur ce positionnement-là, on va être un intégrateur. Il faut choisir son métier au bout d'un moment. Donc ce qu'on va faire sur bon, typiquement on a un promoteur, c'est pas encore annoncé donc j'en dirai pas plus, mais c'est bien son projet, c'est de dire que maintenant quand il va sortir de terre des immeubles, il va associer aussi cette offre IoT et que de cette même appli, je réserve je sais pas, le tracteur, c'est peut-être pas très réaliste, mais bon, un objet qui va être commun, et en même temps, je vais changer la température, ouvrir les volets, oui, il y a un tracteur. Je vois bien avec un tracteur. Bon, un lit d'appoint, enfin voilà, tous ces objets, un appareil à raclette, vous m'avez compris quoi. Alors, parlons un petit peu du marché de l'immobilier. L'inflation autour du marché de l'immobilier laisse a priori présager une bulle. Quel est votre point de vue à ce sujet et quel en sera l'impact sur vos offres? Laurie. Oui, en tant qu'investisseur, je pense qu'on est assez concerné par cette question. La bulle, l'inflation, tout ça, c'est sûr que ça fait un petit moment qu'on en parle. Je pense que ne pas s'y préparer, en tout cas, serait une bêtise. Donc forcément, Covivio est très engagé dans cette démarche. Bon, j'ai déjà parlé de la diversification de l'offre. Le fait de se positionner sur des offres différentes pour nos clients, d'être flexible, c'est notre façon à nous aussi d'absorber et de réduire finalement le risque qui pourrait être amené par une crise sur un des segments qui pourrait être touché par une crise financière. Et aussi, ce que je pense qui est important, c'est Covivio a également entamé un certain nombre de changements en interne, de transformation profonde de ses outils, de ses process, pour que justement, quoi qu'il arrive, on soit préparé à toute éventualité. Et je pense que c'est aussi aspirationnel, c'est-à-dire que nos équipes voient qu'on est dans une dynamique, etc. Et on a su par le passé toujours rebondir. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on est attendu. Je pense que l'opérateur de 2050 qui sera encore là, s'il y a crise, il y a eu, ça sera quelqu'un qui se sera adapté et qui aura réussi à être flexible et à proposer de nouvelles choses. Chose qu'on travaille beaucoup chez Covivio. Donc je suis assez confiante. Voilà. Julien. C'est clairement un des axes clés du modèle aujourd'hui de notre résidence. Une résidence qui est hybride, donc mixte dans les usages. Ça nous permet, au-delà de proposer effectivement un produit qui est plus sexy, et ouvert aussi sur l'extérieur. Vous prenez des risques, vous financez vous-même les bâtiments que vous faites sortir de terre? Alors on ne finance pas directement les bâtiments, mais on s'engage quand même sur des beaux longs. Aujourd'hui, on est à minima sur des durées de 10 ans. On finance parfois aussi les FFNI, donc tout ce qui est mobilier agencement, sur des montants qui sont conséquents. Donc ça représente quand même de l'investissement. Donc c'est évidemment ces évolutions de marché, des choses qu'on appréhende. C'est en ce sens donc qu'on a mixé aussi globalement la programmation avec un équilibre et une mutualisation globalement des différentes fonctions au sein de l'immeuble, avec une diversification notamment des sources de nos revenus, la restauration d'un côté, le coworking de l'autre, et puis bien évidemment la restauration, mais c'est aussi une façon qu'on a aussi et dès la conception de nos immeubles d'appréhender toute la réversibilité de nos bâtiments. Aujourd'hui, on propose notamment sur la partie logement, qui est la colonne vertébrale, si je veux dire, de la programmation,
à la fois du logement individuel et du logement partagé. L'idée étant aussi d'appréhender cette réversibilité dans le temps, se dire mais finalement si demain il fallait imaginer un produit un peu différent, on peut le faire muter et ça à moindre coût. Enfin, c'est autre chose qui nous permet d'avoir un produit qui est modulable dans le temps, ce qui n'a pas été appréhendé, je pense, sur les dernières décennies et qui fait qu'aujourd'hui il y a cette distorsion finalement aussi astronomique entre ce que recherchent les gens et le produit tel qu'il est offert. Eliane, vous avez anticipé le scénario catastrophe, vous êtes très dépendante forcément des acteurs du marché. Dépendante, oui ou non. Nous, on n'est pas investisseurs déjà, donc effectivement, on voit bien une augmentation des prix, mais honnêtement, je ne me permettrai pas de donner un avis plus que ça, puisque je ne suis pas experte du sujet. En revanche, je dirais plus que nous, sur la partie tertiaire, on est plutôt dépendante de l'évolution du monde du travail, et pour ça, la quête des talents, le fait de les retenir, ça n'a pas vraiment changé. Les entreprises auront toujours l'envie que leurs salariés se sentent bien, et qu'il y ait une certaine cohésion des équipes. Donc là-dessus, et comme on y contribue, on est assez serein. Sur la partie plus résidentielle, finalement, en fait, c'est le client qui est quand même d'une certaine manière digital native qui fera l'arbitre. Mais très honnêtement, chez Mon Building, on est quand même persuadé que demain, il n'y a pas un immeuble qui n'aura pas d'appli et qu'on se demandera même mais comment on faisait avant. C'est vraiment une conviction chez nous. Voilà. Pour l'instant, c'est encore très à la marge, vous me disiez, mais justement, c'est ce qui est encourageant, c'est en fait, vous avez des marchés à conquérir. Mais aujourd'hui, oui, c'est plus ou moins à la marge. Il y a des acteurs qui sont plus en avance que d'autres, on a déjà cité. Mais honnêtement, aujourd'hui, vous n'avez pas un projet tertiaire ni résidentiel serviciel, même là, j'en ai parlé du résidentiel neuf, qui se monte sans se dire, OK, il y a les services, il faut que je les repense. Et au-delà de tout ça, il faut bien du lien. Et ce lien entre tous ces services, ça reste quand même le digital. Voilà. Alors, on nous pose des questions, on nous demande, mais alors concrètement, le prix de Mon Building, je suppose que forcément, il dépend un petit peu de tout ce que vous avez déployé avec votre client. Oui, il dépend. Alors effectivement, il est, je vais être très transparente aujourd'hui, entre 1 et 2 euros par mètre carré par an. Et ça dépend de deux choses, la taille de l'actif et du nombre de services souhaités. Forcément, plus vous allez mettre de choses sur cette appli, plus nous derrière, ça demande une maintenance. Sur la partie résidentielle, le schéma est un petit peu différent puisqu'on ne raisonne pas par mètre carré et par an. On raisonne comme on suit le modèle économique en fait, du logement, c'est qu'on paye son logement par mois. Voilà. Et donc du coup, là, le prix est entre 1 et 5 euros par logement par mois. Parce que vous estimez que plus l'espace est grand, plus il y a des besoins, c'est cela? Pas nécessairement. Les besoins vont être différents. Franchement, les besoins vont être différents, mais toujours la même chose, que ça soit un logement avec 20 personnes ou 100 personnes, quand on a une fuite d'eau, ça gêne. Donc en fait, de pouvoir le remonter rapidement, être tenu au courant, etc., et que ça ne vienne pas se déverser dans les mails où j'ai déjà 150 mails sur d'autres sujets, c'est pas inutile. Voilà. Le mot de la fin, s'il y a un mot de la fin à partager, tous les trois, avec effectivement ces projections que nous avons eues, vous avez peut-être un dernier mot à nous dire, puisqu'il nous reste encore 20 petites secondes avant de clôturer ces échanges très intéressants. Je dirais évolution, améliorons vraiment l'expérience. Tu parlais d'hôtellerie, vraiment les codes, c'est vrai, les codes de l'hôtellerie arrivent sur du tertiaire et sur du résidentiel serviciel. Je pense que c'est vraiment ce que veulent les gens. Voilà. Eh bien, ouais. Enfin, juste pour compléter, c'est important effectivement de replacer l'utilisateur au centre des débats, tout simplement. Ouais. Tout à fait. Flexibilité et expérience utilisateur, je pense que ce sera vraiment les maîtres mots pour la suite. c'est sur ces mots-là que nous refermons cette table ronde. Je vous remercie d'avoir échangé avec nous. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'applaudir Laurie Goudalier pour Covivio, Eliane Lugassi pour Mon Building et Julien Morville pour Chery's. On va, dans quelques instants, se retrouver d'ici une dizaine de minutes pour la suite de ces échanges avec un sujet, l'intelligence artificielle. À tout de suite.